Monsieur l'ambassadeur. Merci à toutes les organisations qui ont tenu à ce que nous puissions avoir cet échange aujourd'hui. Et un merci particulier à l'association Synergie africaine qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de ce travail grâce à ces archives extrêmement précieuses. Et aussi aux compatriotes congolais, donc représentés ici par Mitch, qui travaille depuis plusieurs années pour que le drame du Congo, le silence autour du drame du Congo soit rompu, et avec qui on a beaucoup cheminé pour essayer de faire entendre la voix du Congo dans cette tragédie des Grands Lacs. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que 20 ans après la tragédie rwandaise, évidemment, la vérité a du mal à s'imposer non pas dans l'opinion publique de manière générale, mais plutôt dans les sphères de pouvoir et dans la sphère médiatique des grands médias internationaux. Pour une raison très simple, c'est que on a pris une position idéologique à la suite des événements de 1994 au Rwanda, où on a dit tout simplement que ce qui s'est passé au Rwanda est un génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés. Au fur et à mesure que les années ont avancé, on a oublié les Hutus modérés et c'est devenu un génocide contre qui a été créé pour juger tous les crimes qui ont été commis en 1994. S'est acharné, s'est attelé à enquêter exclusivement sur les crimes qui auraient été ou pas commis par les Hutus. Et donc, évidemment, tous les crimes commis par le FPR de Paul Kagame, parce que si on admet qu'il y a eu un conflit entre 1990 et 1994, entre la rébellion Tutsi et les forces gouvernementales Hutus, ça signifie, dirigé sous la présidence d'Abiyarimana, ça signifie nécessairement que les rebelles ont commis des crimes et que les troupes gouvernementales en ont commis également. Donc, si la mission qui a été allouée au tribunal pénal international en 1994 était de, premièrement, enquêter sur tous les crimes commis au Rwanda, ça signifie, puisqu'il y a eu, après le 6 avril 1994, une guerre, donc la poursuite de la guerre de 1990, que cette guerre a opposé les rebelles Tutsis et les troupes gouvernementales dans la prise du contrôle du pouvoir au Rwanda, donc dans la prise de Kigali. Ça signifie que les rebelles Tutsis ont commis des crimes et que les troupes gouvernementales ont commis également des crimes. Ça signifie qu'il y a eu des massacres de population aussi bien du côté Hutu que du côté Tutsi. Ça signifie également qu'il y a eu des Touas dont on ne parle pas du tout. Ça signifie également que les Touas ont perdu la vie pendant ces massacres. Donc, la difficulté que moi j'ai eue en commençant ce travail, c'était de constater que le tribunal pénal international lui-même avait également une autre mission, qui n'était pas moindre. C'est qu'au terme de ces enquêtes au sein du tribunal, le tribunal devait aboutir à une réconciliation entre Hutus et Tutsis. Or, ce tribunal, pour n'avoir fait des enquêtes concernant que les crimes commis ou supposés être commis par les Hutus, et en écartant tous les crimes commis par la rébellion, a d'entrée de jeu failli à sa mission, puisqu'il n'y a que des Hutus qui ont été poursuivis depuis la création du tribunal. Comment peut-on aboutir à la réconciliation quand il y a une seule partie au conflit qui est à la fois poursuivie et condamnée? Mais il y a une grave injustice également dans cette histoire. C'est que les gens qu'on a présentés dès le début comme les responsables médiatiques du crime des crimes, c'est-à-dire du génocide, qui ont passé 11 ou 13 ou 14 ans de prison à Arusha et qui ont été acquittés par le tribunal de tous les chefs d'accusation, eh bien ces gens aujourd'hui continuent à errer à Arusha
sans avoir la possibilité de rejoindre la famille en Europe. Deuxième chose encore extrêmement grave dans cette histoire, c'est que ces gens n'ont aucune possibilité d'être indemnisés pour avoir perdu 13 ans de leur vie en prison. C'est-à-dire que le tribunal pénal international n'a pas prévu la possibilité que s'il était établi qu'une des personnes soupçonnées au début des enquêtes se révélait être innocente, eh bien que cette personne avait la possibilité au moins d'avoir une satisfaction morale ou psychologique, qu'on a reconnu son acquittement comme la preuve de son innocence. Eh bien ces gens, non seulement les associations continuent de harceler les gouvernements belges, français, canadiens, etc., en disant que ces gens ne peuvent pas venir rejoindre leurs enfants ou leurs femmes qui n'ont pas vu depuis 13-14 ans parce qu'ils n'ont rien fait, que ces gens-là pourquoi il y a un tel acharnement contre des gens qui sont, pour ceux qui sont tout au moins acquittés, innocents. On a vu ces dernières années également, que ce soit ici en Belgique et plus récemment en France, une mobilisation contre d'autres gens qui seraient soupçonnés d'avoir commis le génocide, alors que ces gens ne sont même pas recherchés par le tribunal pénal international. Et ça me ramène à confirmer ce que disait Matata tout à l'heure, qu'il va falloir à un moment donné que vous cessiez de vous incliner régulièrement devant une telle avalanche d'injustice. Il va falloir que vous essayiez au moins de vous organiser pour que l'association des droits de l'homme que dirige Matata ou d'autres associations des droits de l'homme organisées par les Rwandais, etc., puissent au moins avoir la possibilité de défendre des innocents qui sont harcelés tous les jours chez vous. Je ne comprends pas le mécanisme psychologique qui fait que vous acceptiez cela. Moi qui n'ai perdu personne au Rwanda et qui ne me sens concerné que de très loin, je ne supporte plus de voir des gens harcelés avec leurs enfants et toute leur famille alors qu'ils n'ont absolument rien fait de délictueux ou de criminel. C'est pour cette raison qu'au terme de ces 20 années où effectivement il y a une campagne de propagande qui se déploie depuis quelques mois autour du 20e anniversaire, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose était de revenir sur les auteurs de l'attentat qui ne sont toujours pas arrêtés depuis 20 ans. Alors que les Nations Unies nous ont dit que l'attentat du 6 avril était l'événement déclencheur du génocide. Je me suis demandé, mais avec quelle logique on peut pourchasser les génocidaires et oublier les auteurs de l'attentat qui a déclenché le génocide. Parce qu'il y a eu une contradiction dans la démarche du tribunal pénal international et de ceux qui militent aujourd'hui pour la mémoire des victimes du génocide, de ne pas vouloir chercher qui sont ces gens qui ont déclenché cette affaire. Et avant de continuer un peu plus, je suis obligé d'avoir une réflexion pour mon ami Dio Mouchaïdi, qui était membre du FPR en Suisse à l'époque, qui a été réfugié politique ici en Belgique et qui avait été arrêté dans des circonstances un peu troubles et qui avait participé avec moi à l'enquête, la première enquête qui avait été faite sur l'attentat il y a 10 ans, il y a 12 ans aujourd'hui. Et lorsque Mouchaïdi avait été arrêté, j'ai écrit une tribune que je croyais une tribune
utile pour sensibiliser les autorités belges à cette arrestation arbitraire et puis surtout de renvoyer quelqu'un à Kigali qui était un opposant politique, certes à Kagame, mais dont les droits avaient été largement violés par les conventions de Genève. J'ai pensé peut-être que des gens pour qui les valeurs, effectivement, des droits de l'homme ne sont pas que de la fiction, en Belgique pouvaient effectivement s'indigner et demander aux autorités belges qui ont une certaine influence sur M. Kagame, soit-elle, de demander à ce que peut-être M. Mouchaïdi soit jugé en Belgique comme d'autres réfugiés. Et que peut-être ça aurait permis d'avoir un procès équitable pour Mouchaïdi qui s'est retrouvé victime une deuxième fois. La première fois, c'était des Hutus, des miliciens Hutus qui avaient tué sa famille. La deuxième fois, c'est le parti dans lequel il avait milité pendant des années qui avait décidé de l'embastiller définitivement. Au moins en 1994, les choses étaient claires parce qu'on accusait sa famille à tort ou à raison d'être proche du FPR, mais cette fois, rien n'est clair dans ce qui lui arrive et dans le procès qui lui est intenté. Est-ce qu'il s'agit d'un procès politique? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté de ne plus entendre parler de lui parce qu'il dénonce, comme d'autres réfugiés, comme d'autres exilés du FPR dénoncent le régime? Eh bien, je pense que pour ce 20e anniversaire, pardon, pour Mouchaïdi, pour moi c'est un peu difficile. Bon, ce que je voulais dire par rapport à cet attentat, c'est que si j'ai repris l'enquête sur cet attentat, c'est d'abord parce que il y a eu en France beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont généralement fausses. Les médias sont devenus, dans le dossier du Rwanda, le vecteur de communication de la propagande du régime rwandais, en relayant tous les points de vue du président Kagame et de ses proches. La première chose qui m'a troublé, c'est que on a commencé par nous dire que le premier procureur du tribunal pénal international, Mme Louise Arbour, avait commencé par dire que l'attentat du 6 avril ne faisait pas partie de ses compétences. Et cet argument a quasiment été imposé à tout le monde comme une vérité. Alors qu'en fait, le mandat du tribunal, comme je l'ai dit, autorisait à mener des enquêtes sur tous les crimes qui avaient été commis du 1er janvier au 31 décembre 1994. Si on poursuivait des Hutus qui avaient commis des crimes le 7 avril, le 8 avril, mais qu'est-ce qui impliquait que l'attentat du 6 avril ne fasse pas partie des compétences du tribunal? J'ai essayé de comprendre les arguments juridiques qui avaient été avancés par le bureau du procureur. Il n'y en a aucun qui soit défendable. Et entre-temps, je découvre en enquêtant que Mme Luzarbo, en fait, avait accepté qu'une enquête soit diligentée sur l'attentat. Et cette enquête avait été dirigée par Michael O'Regan, un avocat australien aujourd'hui décédé, et qu'autour de Michael O'Regan, il y avait Jim Lyons, qui était un ancien agent du FBI, qui avait participé également à cette enquête, et il y avait également M. Amadou Démé, qui est un agent des services de renseignement de la MINUA, casque bleu des Nations Unies, et qu'ils avaient identifié 3 sources au sein du FPR qui étaient prêtes à témoigner pour expliquer que l'attentat était l'œuvre des membres du FPR sous la coordination, le patronage de Paul Kagame. Évidemment, Michael O'Regan avait
expliqué comment les choses s'étaient passées. Donc il avait pris contact avec le procureur par téléphone. Donc le procureur lui a dit que cela a été très intéressant ce qu'il était en train de lui dire. Et donc, comme l'équipe se trouvait à Kigali, au Rwanda, donc, Michael Reagan a décidé de prendre contact avec Mme Harbour, de prendre un rendez-vous téléphonique pour lui apporter des détails sur cette affaire. Le problème de Michael Reagan, c'est qu'il ne savait pas que les États-Unis soutenaient le FPR. Et donc, il a décidé, pour ne pas être entendu par les autorités rwandaises, de se rendre à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Et essayer de parler à Mme Musarbour sur une ligne dite sécurisée. Et il a pris ce rendez-vous téléphonique avec Mme Musarbour qui se trouvait, elle, à La Haye, elle aussi à l'ambassade des États-Unis à La Haye. Donc, Michael Reagan a été chaleureusement accueilli à l'ambassade des États-Unis. Les services de sécurité étaient très disponibles et très accueillants. Eh bien, il ne savait pas que on était très content de savoir ce qu'il avait annoncé à Mme Musarbour. Donc, au terme de cette discussion, Mme Musarbour lui a dit que les informations qu'il était en train de lui communiquer étaient très importantes et qu'elle-même avait déjà eu, par d'autres sources, des informations qui allaient dans le même sens. Ce qui signifiait que Mme Musarbour, à l'époque, ne pensait pas que ce sont les Hutus qui avaient abattu l'avion. Si les informations qui lui ont été communiquées allaient dans le même sens que celles que lui donnait Michael Reagan. Mais il se trouve que quelques temps après, je crois une semaine plus tard, donc ils conviennent qu'il va remettre le premier rapport de cette enquête à Mme Musarbour, et là, il se rend à La Haye pour voir Mme Musarbour, et le ton avait complètement changé. Mme Musarbour était très énervée, très tendue, le visage fermé, et elle a rejeté complètement le travail d'investigation qui venait d'être fait, ou qui était sur le point d'être approfondi. Michael Reagan a demandé la protection des sources du FPR qui se trouvaient à Kigali, qui étaient prêtes à collaborer avec le tribunal. Mme Musarbour a dit qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité de ces personnes. Et puis surtout, elle a considéré que cette enquête était une mauvaise enquête et que Paul Kagame ne pouvait pas être mis en accusation dans un tel événement. Michael Reagan a rendu sa démission, mais non sans faire de vagues au sein des Nations Unies. Quand cette information est arrivée au secrétariat général à New York, tout le monde était en panique. Parce que les gens se disaient, si les enquêteurs du tribunal pénal international pour le Rwanda vont dans cette direction, il est évident que la vision des événements risque d'être fortement modifiée. Michael Reagan n'aura jamais le soutien des autorités de New York pour continuer cette enquête, mais personne ne dira que ces enquêtes sont totalement fausses. Entre-temps, un événement très important survient. C'est l'histoire de la boîte noire. L'histoire de la boîte noire de l'avion du Falcon 50 du président Habyarimana abattu le 6 avril 1994 fait l'objet, dès le début, de plusieurs polémiques. Il y a des gens qui disent que l'avion, le Falcon 50 n'avait pas de boîte noire, d'autres qui disent qu'il y a eu une boîte noire mais qu'elle a disparu, d'autres qui disent qu'on ne l'a jamais retrouvée dans l'avion, etc., etc. Mais je découvre pendant cette enquête que non seulement l'avion du Falcon 50, le président Habyarimana avait une boîte noire, et j'en apporte la preuve dans le livre, parce que j'ai retrouvé la société Dassault qui fabrique les Falcon 50 et qui avait en charge de réviser l'avion quelquefois, le Falcon 50, a produit un rapport technique en janvier 1993, un an avant l'attentat, qui confirme effectivement la présence de la boîte noire dans le Falcon 50 et qu'il y a même eu des travaux techniques sur cette boîte noire pour faciliter son bon fonctionnement. Le document est produit.
pour moi, le débat sur l'existence de la boîte noire est définitivement clos. Il n'y a plus personne qui va dire que le Falcon 50 est une boîte noire. J'en apporte la preuve. La deuxième chose, c'est que je découvre que peu de temps après l'attentat, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Jacques-Roger Bobo, avait écrit à Kofi Annan pour lui dire qu'il y a une boîte noire de l'avion qui a été retrouvée à Kigali. Qu'il fallait savoir ce qu'il faut en faire. Le responsable de la sécurité aérienne de l'ONU a donc demandé que cette boîte noire soit envoyée à New York pour des examens plus approfondis. Cette boîte noire est donc partie à New York. Je donne plus de détails dans le livre sur la façon dont la boîte noire a quitté Kigali via Nairobi à travers une valise diplomatique. Et lorsque la boîte noire arrive à New York, les Nations Unies se taisent et personne ne parle de la boîte noire, de son arrivée là-bas depuis l'attentat. En 2004, lorsque le juge Bruguière, avant, je crois vers 2003 à peu près, le juge Bruguière et son équipe apprennent qu'il y aurait une boîte noire de l'avion Falcon 50 aux Nations Unies. Le juge Bruguière demande au bureau du secrétaire général si on peut communiquer cette boîte noire à la justice française. On répond au juge Bruguière qu'il n'y a pas de boîte noire concernant le Falcon 50 aux Nations Unies. Le juge Bruguière en 2004 donc fait publier un article dans le journal Le Monde disant que les Nations Unies entravent les enquêtes et la vérité sur l'attentat du 6 avril. Évidemment, le représentant spécial, le représentant du secrétaire général à l'époque invite la presse, plaisante en disant écoutez, la boîte noire est sous le pupitre pour donner l'impression que ces déclarations sont tout à fait farfelues. Mais pendant mon enquête, je découvre que les révélations du journal Le Monde, grâce au juge Bruguière, ont provoqué un vent de panique très intense aux Nations Unies. Il y a eu, je pense, pendant une semaine, plusieurs réunions et des échanges d'emails. Je gardais, conserver des échanges d'emails dans le cas où les gens des Nations Unies vont se fâcher en disant que M. Nana raconte des histoires. Je me réserve le droit de pouvoir publier les échanges d'emails entre les différents services qui ont eu à gérer le dossier de la boîte noire. Donc évidemment, ce vent de panique pendant une semaine, avec des briefings des représentants de communication des Nations Unies pour savoir comment répondre au juge Bruguière. Bon, on va finir par dire au juge Bruguière que bon, la boîte noire en fait, du Falcon 50 n'est pas la boîte noire du Falcon 50. Mais on ne dit pas à quel avion ça appartient. Parce que si la boîte noire se retrouve dans les placards des Nations Unies, qu'elle n'est pas la boîte noire du Falcon 50, on veut savoir quel est l'avion qui s'est écrasé à Kigali, soit en avril, soit en mars, soit en janvier, soit l'année avant. Quel avion s'agissait-il et pourquoi les Nations Unies vont prendre une boîte noire à Kigali pour l'amener à New York? À ce que je sache, les Nations Unies n'ont pas la réputation d'être un entrepôt de boîtes noires des avions accidentés à travers le continent, ou ailleurs d'ailleurs. Bon, mais toujours est-il que la boîte noire a traîné, continue de traîner là-bas. Bon, et je me pose donc la question de savoir, mais au fait, mais qu'est-ce qui est si important dans cette histoire de boîte noire? Parce que comme vous savez, généralement, quand il y a une attaque aérienne ou un accident, les familles des victimes et les avocats et les institutions judiciaires sont toujours un peu suspendues aux révélations de la boîte noire pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'une attaque ou d'une erreur de pilotage ou des choses de ce genre. Donc, il se trouve qu'en examinant donc, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'autres informations autour de cette affaire, bon, je ne pense pas qu'aux Nations Unies, ils vont peut-être faire des enquêtes pour savoir comment les documents sont sortis, puisque
croyait que c'était un secret bien gardé. Bon, en 20 ans, le secret un peu n'est plus suffisamment bien gardé. Donc, je découvre que il y a la personne qui a transporté la boîte noire jusqu'à New York est quand même mal à l'aise devant cette histoire de la boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50. Et donc, le secrétaire général adjoint décide donc de faire intervenir l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour ouvrir la boîte noire et examiner ce qui se passe dans cette boîte noire. Donc, on découvre que dans l'une des enquêtes internes faites sur le sujet, que si on admet que la boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50, prenons cette hypothèse, il se trouve que dans les dernières conversations qui sont entendues par les experts qui examinent la boîte noire, il y a 2 pilotes qui parlent en français. Ils parlent de choses extrêmement banales, qui ne sont pas des choses importantes. Donc les experts concluent tout de suite en disant que puisqu'ils parlent des choses banales, ça signifie qu'il n'y avait pas un vent de panique autour des pilotes, donc c'est très possible que ce ne soient pas des pilotes du Falcon 50. Moi, je trouve la conclusion un peu rapide. Évidemment, les pilotes ne pouvaient pas avoir un vent de panique puisque ce sont des missiles qui ont abattu l'avion. Donc, pendant quelques minutes avant l'atterrissage, ils ne savent peut-être pas qu'il y a des missiles en bas qui vont abattre l'avion. Donc, il faut parler des choses banales. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas exactement les pilotes du Falcon 50. Mais les experts, toujours dans leur stratégie de camoufler la vérité, disent que, mais en fait, ces 2 pilotes qui parlent, il y en a un qu'on désigne sous le vocable de Jean-Pierre. Bon, vous avez retenu que l'hypothèse, c'est que les pilotes ne sont pas les pilotes du Falcon 50. Mais il y a une terrible coïncidence, c'est que le copilote du Falcon 50 s'appelle Jean-Pierre Minaberi. Comment la boîte noire, qui n'est pas la boîte noire du Falcon 50, a 2 pilotes qui parlent français, et les vrais pilotes du Falcon 50 effectivement parlent français, et que un des pilotes s'appelle Jean-Pierre Minaberi, et la boîte noire, qui n'est pas la boîte noire du Falcon 50, a un pilote qui s'appelle Jean-Pierre. Je me suis dit que si on veut faire toutes ces conclusions pour dire tout simplement que cette boîte noire n'est pas la boîte noire du Falcon 50, on aurait simplement mieux fait de prendre la boîte noire et de la remettre au juge Bruguière. Et il aurait fait tous les examens nécessaires et il aurait conclu que la boîte noire du Falcon 50 n'est pas la boîte noire qui est concernée par cet appareil. Mais l'ONU, sur la pression du juge Bruguière, est obligé de construire un scénario ou plusieurs scénarios qui sont complètement incohérents les uns avec les autres. Donc je me suis dit que si c'était les Hutus, on n'aurait pas perdu 2 minutes pour envoyer cette boîte noire au juge Bruguière. Et le dernier élément que je note dans ce dossier d'attentat, c'est que la Belgique avait dit, au terme du rapport sénatorial, qu'on allait mettre en place un comité de suivi sur l'attentat et l'assassinat des casques bleus belges. J'ai pu obtenir les témoignages de certains militaires belges de la MINUAR auprès de l'éditoire militaire belge. Évidemment, ne me posez jamais la question de savoir comment j'ai fait pour avoir ces documents. Ça ne se dit pas, le secret des sources, évidemment, pour les journalistes. Mais le travail d'enquête qu'a fait l'éditeur militaire Van Winsen, aujourd'hui aussi décédé, a été un travail très intéressant. Parce que c'est un travail dans lequel on a recueilli des témoignages rapidement après l'attentat.
Donc ce n'étaient pas des témoignages qu'on pouvait considérer comme des témoignages modifiés, travaillés, etc. Les gens ne savaient même pas qu'il y aurait un jour une enquête sur l'attentat avec des implications des grandes puissances, etc. Et donc je me rends compte que le Van Vinsen avait dit que Kigali avait refusé que les enquêtes aillent un peu plus loin. Bon. Si c'était des Hutus, évidemment, on serait empressé d'accueillir Van Vinsen à bras ouverts, on lui aurait montré tout ce qu'il fallait pour qu'il aille au fond de son enquête. Mais je constate que dans la journée du 6 ans, le jour même de l'attentat, le groupe des casques bleus belges qui sort le matin, dirigé donc par M. Lequin, donc le groupe qui va être assassiné le 7 avril, sort le matin vers 7 heures pour aller, nous a-t-on dit, dis donc, au parc de la Kagera. L'un des militaires donc écrit à son épouse vers 4 heures du matin pour lui dire, envoyer une lettre pour lui dire que je suis en train de finir ma garde, je suis appelé à aller en mission dans les volcans de Virunga, opposé de la Kagera. Bon, finalement, il serait parti au parc de la Kagera. Mais qui a envoyé ce groupe Lequin au parc de la Kagera alors qu'il y avait des gros problèmes de sécurité et de tension dans toute la ville? Le colonel Luc Marchal, qui commande les casques bleus belges, dit qu'il n'a jamais envoyé personne là. Monsieur de Lecoeur, donc, qui est le chef des escortes donc, de la Minuar, qui gère les escortes du FPR, dit qu'il n'a jamais envoyé personne là. Mais je regarde donc la feuille de route de cette mission. Ils sont sortis à 7 heures du matin, ils sont rentrés à 19 heures le soir, soit 1h20 à peu près avant l'attentat. Et sur le compteur de leur véhicule est marqué 493 km. Ils ont fait 493 km. Lors de la commission du Sénat, on dit que c'était une mission touristique. Des soldats de la mission des Nations Unies ont trouvé dans la tension qui règne à Kigali le temps d'aller faire du tourisme entre 7 heures du matin et 19 heures du soir. Bon, je crois qu'il y a des gens au sein de la commission sénatoriale qui ont un peu douté, mais ils ne sont pas allés très loin. Ils n'ont pas cherché à... Évidemment, les journalistes, les célèbres journalistes belges comme Colette Bachmann et France Pro ne sont jamais allés chercher à investiguer sur cette journée pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et il se trouve que quand je regarde la feuille de route de M. de Lecoeur, il est marqué patrouille Kigali. C'est-à-dire que ce bataillon aurait fait la patrouille à Kigali entre 7h et 19h le soir.